Salut les gars, on est parti pour un nouveau vlog au Binous. Je t'avais présenté ma séance pull sur mon précédent vlog qui a bien été apprécié d'ailleurs, sans trop de montage, sans trop de coupures, avec un format assez brut. Donc on repart aujourd'hui sur la séance push, sur ma nouvelle séance focus pec, triceps et deltoïde latéral de mon nouveau programme. Je te présente exactement comme sur la dernière vidéo mes exercices avec pas mal de tips entre les exercices. Une petite séance posing à la fin, je vais te montrer un petit peu comment maîtriser la side chest. Et voilà, on va essayer d'aller chercher des PR. Je te présente un petit peu la construction et l'agencement de tout ça comme d'habitude. Voilà, allez, c'est parti, on arrive au Binous. Ce sera une séance axée prioritairement sur les pecs, donc je vais avoir 8 séries pour les pecs, dont 6 séries de développés avec 2 séries d'écartés. Ensuite, on passera sur les deltos latéraux où je ferai 3 séries d'isolation et ensuite on terminera la séance avec 6 séries de triceps et accessoirement 2 séries de mollets aussi à la fin. Comme tu l'avais vu sur mon dernier vlog, je cale les mollets sur la séance pull et la séance push. Voilà, donc sur cette séance-là, j'essaie vraiment de mettre l'accent en fait sur les pecs parce que je manque surtout d'épaisseur, que ce soit au niveau de la poitrine ou au niveau du haut du dos. Donc cette séance push est surtout axée pec. Ensuite, je suis plutôt bien garni, on va dire, sur les deltos par rapport au pec. Donc je les mets un petit peu en retrait sur cette séance. C'est le muscle qui va recevoir le moins de volume direct en fait. Et ensuite, j'ai besoin de triceps. Qui n'a pas besoin de triceps? Qui n'a pas besoin de plus de bras en réalité? Donc ici, j'essaie de mettre un petit peu de volume quand même sur mes bras. Donc on terminera la séance par pas mal d'isolation pour les triceps. Voilà, on va partir tout de suite sur les séries pec avec le premier exercice qui sera une chest press inclinée Panata en prise neutre qui est vraiment pas mal et je vais utiliser une zone de répétition plutôt faible sur celle-ci. On passe tout de suite sur l'exo. Moi je mets plutôt l'accent sur les pecs sur mes séances push parce que c'est ce dont j'ai besoin. Par contre, rien n'empêche d'avoir des séances push où tu vas mettre davantage l'accent sur les deltos ou sur les triceps. Tu peux très bien utiliser des polyarticulaires deltos ou des mouvements focus triceps en début de ta séance. Si c'est vraiment ce que tu souhaites prioriser sur ta séance push, il n'y a pas de mal à ça tant que tu y trouves ton compte et que tu adaptes ta séance push à tes besoins. La seule différence, c'est que si tu as beaucoup de marge de développement musculaire devant toi, du style où tu as vraiment beaucoup de choses à développer, je pense que ça reste plus intéressant de faire des séances push avec un bon volume pec, puis ensuite delto triceps, parce qu'en gros, tous les exercices polyarticulaires pec vont taper aussi tes deltos et tes triceps à la fois. Alors que si jamais tu fais des exercices plutôt focus triceps ou delt, il y a moyen que tes pecs soient un peu plus mis de côté. Donc à moins que tu aies vraiment un énorme point fort pec et que tu veuilles vraiment privilégier les deltos, les triceps sur ta séance push, ça peut être intéressant. Et si jamais tu as beaucoup de masse musculaire à développer et que tu as un peu encore partout à prendre, je resterai quand même sur des séances push, on va dire assez classiques, où on commence vraiment à travailler sur des polypecs au début, quoi. Et par contrainte de temps aussi, si jamais tu fais un cycle par exemple qui est beaucoup plus axé sur les pecs, tu peux très bien partir sur un autre cycle plus tard qui est beaucoup plus axé sur les deltos ou les triceps au sein de ta séance push. Et donc périodiser en fait les focus que tu vas faire au sein de ta séance push. Il y a beaucoup de manières de fonctionner et comme d'habitude, il faut adapter à tes besoins et aussi à ton historique. Il y a peut-être des choses qui ont mieux marché pour toi par le passé et que tu peux répliquer ou améliorer. Donc voilà, on est sur le tout premier exercice de ma séance. On est sur la Panata inclinée avec la prise neutre que je vais utiliser ici parce que j'ai un peu plus de confort pour les épaules en utilisant de la prise neutre. Et j'ai remarqué dans mon historique que si j'utilisais trop souvent des prises en pronation sur trop de volume, trop d'exercices, eh bien j'ai tendance à avoir des petites douleurs au niveau des épaules. Donc j'ai compris par le passé avec mes précédents programmes que je devais mettre quand même un certain pourcentage de mon volume sur des prises en neutre où les coudes ne sont pas trop ouverts en fait et sont plutôt rapprochés du buste, ce qui me permet d'avoir une très bonne simulation pec sans trop taper sur l'articulation de l'épaule. Donc là on commence avec cette Panata en prise neutre et j'aurai d'autres mouvements aussi en prise neutre sur cette séance et par contre un mouvement pour les pecs aussi avec les coudes assez ouverts où je ressens quand même un étirement qui est un petit peu plus important sur la position à tirer des pecs. Je fais 2 séries ici en 2 fois 4 à 6 répétitions. C'est ma zone de rep la plus basse de cette séance et la machine s'y prête bien. Je trouve que la tension en haut du mouvement et en bas du mouvement est assez bien équilibrée. Donc il n'y a pas de moment où je bloque concrètement sur une partie de l'amplitude. Sur ma séance push de la semaine dernière, j'avais fait 6 et 6 répétitions sur mes 2 séries avec 50 kg par côté. J'étais pas hyper à l'aise avec mon grip. J'avais la main qui vrillait un peu sur le grip. Donc je pense que j'avais perdu un petit peu de force à cause de ça. On va essayer de s'améliorer là-dessus. Et cette semaine, du coup, je rajoute 2,5 kg par côté vu que j'avais validé le haut de ma zone de répétition. Ici, si je repasse sur 4 ou 5 répétitions, ce sera bien jusqu'à ce que je remonte progressivement sur les 6 reps. Peut-être que je vais directement taper les 6 reps et à ce moment-là, ça sera très bien. Ça montre que les adaptations nerveuses de ce début de programme se passent très bien. Et voilà, ça ne présage que du bon.
Donc on va viser les 6, et si jamais je fais un petit peu moins, c'est pas grave, parce qu'ici je touche une nouvelle charge que je connais pas encore. Les 6 répétitions sont passées. Je suis content. J'essaie de marquer une légère pause à l'étirement là aussi en bas du mouvement. Je trouve que ce mouvement là s'y prête bien. C'est bien. J'en avais possiblement pas une de plus. Si jamais tu penses que j'en avais une de plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Là, je pense que j'étais à mon 0 arrière là. Deuxième série. On va prendre 3-4 minutes de repos et ensuite on passe à la série suivante. Je ne chronomètre pas mon temps de repos, mais je fais en sorte en fait de me sentir prêt mentalement à reprendre. Parce que si je prends 2 minutes, même parfois de 3 minutes, je ne le sens pas prêt en fait. J'ai toujours une appréhension. L'appréhension de me dire que je ne vais pas réussir à faire une deuxième bonne série. Donc j'attends en fait juste de me sentir suffisamment prêt. Je fais en sorte de ne pas prendre trop peu de temps de repos non plus pour que ça suive physiquement. Mais surtout, je fais en sorte que ça suive mentalement et que je me sente ready d'attaque. Voilà. Après, il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes où je prends 6, 7, 8 minutes de repos. Mais voilà, à peu près 4 minutes de repos sur mes gros exo-push, ça me convient plutôt bien. Et même sans chronométrer, maintenant avec l'habitude, je prends, on va dire, au feeling. Cette chest press en plus, elle est pas mal parce que tu as une pédale de débrayage, tu vois. Tu appuies dessus, hop, ça se rehausse les poignets. Si tu n'as pas ça sur tes chest press habituels, à Basic Fit, à Fitness Park ou à On Air en gros, tu peux très bien caler un support entre le bras de la machine et la structure où le bras repose. Donc ça peut être un fat grip, ça peut être une poignée. Et en gros, quand tu vas venir décoller, l'amplitude sera un peu réduite à l'étirement, le support va tomber et du coup, tu pourras ensuite partir sur ta série. Donc voilà, on va partir sur la deuxième série. Je vais essayer de faire les 6 répétitions encore peut-être. J'espère que je pourrai les passer. Et si je fais 5, ça sera satisfaisant parce que j'ai quand même surchargé de 2,5 et j'ai égalisé le nombre de répétitions. Donc c'est une progression nette par rapport à la semaine passée. Et si jamais là je fais encore les 6, bah écoute, boire du pétrole à Dubaï. Sûr et certain, 0 arrière là. Première série, j'étais pas sûr. Là, sûr et certain. Deuxième exercice de développer de la séance, les gars, on sera sur la chest press horizontale Drax avec la prise neutre et avec un gros fat grip comme tu le vois ici, il y a une grosse prise, ce qui permet de générer plus de force que sur une prise qui peut être toute fine. On part sur du 2 séries encore une fois, sur du 6 à 10 répétitions. Donc là, le premier exercice, j'étais en 2 x 4-6 et là, je suis en 2 x 6-10. Tu l'as peut-être remarqué, sur mes précédents blogs, j'utilisais pas mal la méthode des top sets et des back-off, où en gros, tu vas avoir 2 séries sur un exercice en général qui vont avoir des zones de répétition différentes, du style la première série en 4 à 6 et la deuxième série en 6 à 10. Ou alors la première série en 6 à 10 et la deuxième série en 10 à 12. Les top sets et les back-off ont 2 avantages principaux. C'est d'une part d'avoir, en général, c'est un format d'entraînement qui a peu de séries, donc ça te permet d'être bien focalisé sur ce que tu fais et de tout donner, on va dire, sur une zone de répétition parce que tu sais qu'il n'y en aura pas 2. Donc tu as l'avantage d'être beaucoup plus focus et concentré, d'avoir un niveau de détermination qui peut être plus élevé. Et le deuxième avantage, c'est d'exploiter plusieurs zones de répétition pour le même exercice.
Donc ici, ce que je vais faire en fait, c'est garder un faible volume d'entraînement, puisque je n'utilise pas de top-set back-off, mais c'est un volume qui me convient bien. Et je vais faire plutôt varier mes zones de répétition entre les exercices plutôt qu'au sein du même exercice. La raison pour ça, elle est assez simple, et je l'ai décidé lors de la création de mon programme ici au Binous, c'est que j'ai encore un petit peu d'adaptation nerveuse à faire, et je ne connais pas encore vraiment super bien mes capacités maximales sur les exos. Par exemple, tu l'as vu que là, j'ai fait 2 séries en 6 répétitions à 52,5. La semaine dernière, j'avais fait encore 2 séries à 6 répétitions à 50 kg. C'était bien passé. Là, je trouve que c'est plutôt bien passé aussi, ce qui fait qu'en fait, je progresse rapidement. Et si jamais je mets trop de zones de répétition différentes, je vais devoir modifier un peu trop les charges et je pense que je vais être un peu moins efficace. Je pense que je réintégrerai plus de top set et de back-off parce que j'en ai quand même un petit peu, mais j'en réintégrerai plus en fait quand je serai beaucoup plus proche de mes capacités maximales, on va dire, sur les exercices et où j'aurai beaucoup plus, on va dire, d'intérêt à choisir la bonne charge pour le top set, la bonne charge pour le back-off, sachant qu'ici les charges bougent encore assez rapidement et je préfère essayer de me focaliser sur un format un peu plus simple. Tu verras que sur cet exercice-là, il y a une trajectoire qui est assez atypique. En gros, tu as la poignée qui est fortement déclinée ici, ce qui fait que quand tu vas pousser dans un premier temps un petit peu vers le bas, comme si c'était un décliné, sauf que la structure de la machine fait qu'à partir de la mi-amplitude, eh bien, la poignée va se mettre à l'horizontale et tu auras un mouvement de poussée plutôt horizontal. Donc c'est assez atypique, je vais te montrer un petit peu ici comment ça fonctionne. Et tu vois là, si je pousse, tu vas pousser d'abord un petit peu en décliné et ensuite ça va partir un petit peu à l'horizontale. Ce qui fait que au milieu de la répétition, tu as beaucoup de triceps. La machine est conçue pour donner une forte tension de contraction sur les pecs et les triceps, ce qui fait que bien souvent, tu seras limité beaucoup plus sur la fin de la concentrique plutôt que la partie basse du mouvement ou alors par l'étirement. C'est assez intéressant et justement, c'est un peu contre-intuitif parce que j'ai l'habitude de préférer les fortes tensions à l'étirement pour mes pecs, sauf que je me sens très nul sur cette presse. Je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir les pecs complètement essorés à la concentrique du mouvement. Je n'ai pas l'habitude non plus d'avoir les triceps aussi essorés sur la fin de la concentrique. Et ça me frustre parce que je me sens pas bon sur cette machine. Je me sens tout simplement limite débutant, clairement, sur ce type de tension, sur ce type de chest press. Et donc, j'ai clairement envie de l'améliorer. Et donc, sur des chest press qui pourraient peut-être être un petit peu plus confortables pour moi, je choisis ici justement l'inconfort pour faire en sorte de devenir bon sur cette presse et elle me rendra forcément encore meilleur sur toutes les autres presses à mon sens. Voilà, 2 séries en 6 à 10, on part sur 3 plaques par côté pour cette série. Toujours là, la petite appréhension de la première série, j'ai pas envie de me foirer. Ça fait une espèce de petite boule dans la gorge là. Le stress du top 7. Enfin, pas un top 7, mais le stress de la première série quoi. Allez. Je dois faire 7. Ou 8. Les pecs et les triceps complètement lessivés sur la fin de la concentrique. Ça presse. Limite, il y a du jus qui va sortir des pecs. J'ai fait 8 au final et plus facilement que mes 7 répétitions de la semaine dernière. Comme quoi, les charges bougent vite, les adaptations nerveuses sont bien présentes et c'est une phase qui est assez plaisante parce que du coup, tu as l'impression de faire complètement des gains de débutant sur tes exos. Mais en même temps, c'est à la fois un côté qui m'embête un peu parce que je sais qu'en gros, si je progresse, c'est plus parce que j'ai beaucoup d'adaptations nerveuses plutôt que de gains musculaires. Donc je fais très sûrement des gains musculaires actuellement, on est d'accord. Mais le fait de progresser aussi bien et aussi vite et aussi facilement sur un nouveau programme, c'est surtout qu'il y a des exercices que j'ai jamais fait. Et donc les repères techniques se mettent en place, les adaptations se mettent en place. Et voilà, je pense que d'ici 2-3 semaines, quand il y aura de la progression, ce sera notamment lié
à de la vraie progression musculaire plutôt que des adaptations nerveuses de début de programme. Est-ce que je vais progresser? Est-ce que je fais assez de volume pour progresser? J'ai peur de ne pas progresser avec ce programme. Est-ce que tu t'es déjà posé ce type de questions qui se base plutôt sur donc, une émotion qui est la peur plutôt que la raison et la logique en se basant sur des faits, sur des preuves? En réalité, ce genre de questions se base sur le futur, c'est-à-dire est-ce que je vais progresser? Est-ce que je vais pouvoir gagner plus de masse musculaire? Est-ce que je vais pouvoir gagner plus de force? Et au lieu de te focaliser sur le futur, ce que je te propose, c'est de te focaliser sur le présent, c'est-à-dire la preuve du présent. Et cette preuve du présent, c'est la surcharge progressive. Parce que si tu gagnes des répétitions sur tes séances de la semaine, si tu gagnes de la charge sur tes séances de la semaine, c'est que les adaptations musculaires et les adaptations nerveuses sont présentes actuellement pour te faire progresser sur le court terme. Et cette progression de court terme, en fait, elle ne peut qu'amener au long terme à une belle transformation physique, à une belle progression musculaire. Donc en gros, au lieu de te focaliser constamment sur la peur du futur, savoir si les choses vont fonctionner ou pas, focalise-toi surtout sur qu'est-ce qu'il se passe actuellement dans mon entraînement, dans mon quotidien. Est-ce que je surcharge? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et si la réponse est oui, si c'est je vais dans la bonne direction, alors tu sais que tu auras une transformation physique sur le long terme. Par contre, si tu ne surcharges pas actuellement, je me poserai effectivement les bonnes questions de qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de la diète, est-ce que je suis en déficit, en surplus, à maintien, au niveau de l'entraînement, est-ce que je fais trop, pas assez de volume, est-ce que je récupère bien, etc., etc. Toute une série de questions évidemment. Mais si jamais tu surcharges, tu n'as absolument pas besoin de t'inquiéter du futur parce que le présent se chargera de t'apporter les résultats qui vont compound, si tu veux, pour tes résultats au long terme. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je note toutes mes performances de toutes mes séances depuis des années. Parce que ça me certifie que ce que je fais sur le moment même, même si les progrès musculaires sur le très court terme sont impossibles à voir quand tu es avancé, eh bien, le fait de progresser sur le court terme, ça m'assure que le physique va changer petit à petit dans le temps. Voilà, réagis plutôt sur ce que tu fais actuellement, les preuves du présent, plutôt que de l'anxiété, de la peur et réagir aux émotions de ce qu'il pourrait se passer ou ne pas se passer dans le futur. Voilà, focalisation sur le présent. Allez, semaine dernière, j'avais fait 5 répétitions, j'étais à l'échec complètement ici, j'étais cramé. On va essayer de valider ici les 6 répétitions, ça me plairait bien. On va essorer les pecs là sur cette machine avec la concentrique de zinzin. Allez. Cette rep, c'est nickel. Plus 2. Voilà. Troisième exercice pec de la séance, on part sur un écarté. Une machine à écarter déclinée. Une machine que j'ai absolument jamais rencontrée de ma vie en France. Donc là, c'est l'occasion parfaite pour l'exploiter à 100% et essayer d'exploiter tout simplement cet axe de travail en écarté sur ce type de machine. Et à partir du moment où je pars du principe que si je n'ai jamais exploité un angle de travail sur une aussi bonne machine, ça va forcément amener à des résultats musculaires notablement différents sur le long terme. Donc ici, c'est l'occasion d'utiliser et elle me compresse les pecs. Encore une fois, c'est un truc de fou à la contraction celle-ci. On va partir sur 2 séries en 8 à 12 répétitions. Donc premier exemple, on était sur du 4 à 6. Deuxième, on était sur du 6 à 10. Et le troisième ici, 8 à 12. Zéro arrière, 9 répétitions, plus 1 par rapport à la semaine précédente, c'est parfait.
Petite parenthèse sur les gars, l'importance d'appliquer son plan tous les jours, que ce soit au niveau des calories ou du nombre de pas en fait, quand tu cherches à perdre de la masse grasse. Tout simplement parce que je vais te donner un exemple tout simple. Estimons que ton objectif c'est de faire 10 000 pas par jour, tous les jours de la semaine, tout le temps. Si jamais il y a un jour, le lundi, tu as 8 000, tu crées une différence de 2 000 pas par rapport à ton plan. Donc tu es en déficit de 2 000 pas. Le mardi, tu marches 7 500 pas, tu es en déficit de 2 500 pas. Donc au final, tu accumules 4 500 pas de retard. Le mercredi, tu es à 10 000 pas, tu valides, mais tu ne rattrapes pas le retard. Le jeudi, tu vas être peut-être à 7 000 pas, tu n'as pas tout ton plan, on rajoute 3 000 pas de retard. Et en gros, cette différence, elle s'accentue au fur et à mesure du temps. Donc au lieu d'être en train de progresser sur une ligne comme ça, tu es en train de perdre des pas ici, de perdre des pas ici, de perdre des pas. Et au bout du compte, tu cumules ça sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois, tu perds énormément de temps dans ta progression. Et ça fonctionne exactement pareil au niveau des calories. Si tu dois consommer 2000 calories par jour et que tu es en train de consommer 2200 calories le lundi et 2100 calories le mardi, tu es déjà en train d'être sur un surplus de 300 calories par rapport à ton plan. Imagine si tu rajoutes ces 300 calories de surplus par rapport à ton plan avec le retard que tu prends au niveau de tes steps. On est facilement, au bout d'une semaine, peut-être sur 2-3 jours finalement de retard par rapport aux résultats que tu devrais avoir. Et si tu extrapoles sur un mois complet, tu peux perdre concrètement une semaine si jamais tous les 2-3 jours en fait tu déroges complètement à ton plan et que tu accentues en fait les écarts entre ce que tu réalises et le plan qui est programmé. C'est pour ça que c'est super important de faire au maximum les actions qu'on te demande de faire tous les jours, parce que un jour qui déroge, c'est pas trop grave. 2 jours, ok, sur 30 jours, 3 jours, où est la limite? Ça s'accentue de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une règle que j'aime bien donner à mes coachés, c'est si jamais tu déroges à ton plan une journée, pour une ou quelque raison, manque de motivation, même si ça ne devrait pas être le cas, impossibilité personnelle, professionnelle, peu importe, le but du jeu, la règle du jeu, c'est de ne pas y déroger 2 jours de suite et de se remettre dedans directement derrière pour éviter en fait cette cascade de dettes au niveau des pas ou au niveau des calories en fait qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Donc application. Ça arrive de déroger au plan parce qu'on est tous humains, on n'est pas des robots, on n'est pas une intelligence artificielle. Donc c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Par contre, il faut au maximum empêcher que ça se prolonge sur plusieurs jours d'affilée. Parce que tu peux mettre beaucoup plus de temps à atteindre un objectif que ce que ça peut te demander. Et il faut voir les choses au long terme aussi. C'est-à-dire que si ta cut, au lieu de durer 12 semaines, elle dure 20 semaines, en réalité, tu as perdu 8 semaines. Et ces 8 semaines, c'est 8 semaines de prise de masse en fait que tu passes à côté. Et tu aurais pu créer du muscle de manière optimisée pendant 8 semaines. Mais les choses font que tu étais en déficit pour les 8 semaines en question. Et tu perds du temps en fait sur ton process. Et tu cumules ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tu peux vite perdre énormément de temps. Donc c'est important de mettre en place des plans réalistes que l'on peut respecter chaque jour, mais justement, il faut faire en sorte de pouvoir aussi faire les efforts pour les respecter, pour être sûr et certain d'aller dans la bonne direction, à la bonne allure. Parce que la direction, tant qu'elle est bonne, c'est le principal, mais si on peut avoir l'allure en plus, c'est d'autant mieux. Ça va économiser beaucoup de temps. L'avant-dernière, je l'ai trouvé facile et la dernière, mûr, pardon. Je pense que j'étais pas assez concentré. Elle est passée, c'est le principal, j'ai fait 9 et 8. Je vais chercher un étirement maximal, c'est d'aller à la contraction maximale. Et là, j'ai les pecs bien pump, ça fait plaisir. On va passer sur le 4e exercice. On va faire 2 séries de développé convergent au poulie ici pour les pecs avec les coudes bien ouverts et la prise en pronation. Donc c'est le seul exercice instable que j'ai sur cette séance-là pour les pecs. Et il y a beaucoup de personnes qui pourront te dire que les exercices instables sont moins optimaux pour l'hypertrophie que les exercices plutôt libres à câble instable, comme c'est le cas ici, ou en charge libre, tout simplement parce qu'il y a moins de stabilité. Qui dit moins de stabilité dit moins de capacité à générer de la force et moins de capacité aussi à aller proche de l'échec en fait en sécurité. Et on est souvent sur des exercices libres ou instables
amener à un échec postural, à un échec technique, plutôt qu'à un échec qui est vraiment lié à la masse musculaire. Donc ici, je le garde en dernier exercice. J'adore pratiquer celui-ci avec l'instabilité, tout comme j'adore aussi mon développé faiblement incliné aux haltères sur ma séance du vendredi en instabilité. Et je pense que c'est un mal d'éviter à 100% les exos instables, tout simplement parce que le jour où tu veux en réintégrer, tu es complètement perdu. Tu frétilles comme je ne sais pas quoi sur tes exos, tu ne peux pas grind. Et le fait de ne jamais avoir arrêté de faire des exercices instables, ça me permet aujourd'hui, sur mes développés instables, justement mon développé incliné aux haltères, etc., de pouvoir aller extrêmement proche de l'échec sans jamais en fait avoir d'instabilité au niveau du coude ou au niveau de l'épaule. Donc quand tu vas avoir des pratiquants en fait faire leur développé vraiment en n'ayant aucune stabilité sur leur trajectoire, bah justement mes grinds sur mes exos instables sont vraiment super clean et j'attribue ça déjà forcément à l'expérience et à la pratique sur les exos en question, mais aussi au fait de pratiquer justement des exos instables, d'essayer de les amener proches de l'échec. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est très important dans l'entraînement de garder des choses que tu aimes, même si c'est parfois un tout petit peu moins optimal pour l'hypertrophie, parce que si tu aimes pratiquer, eh bien, tu vas te donner plus, tu vas aller chercher plus d'intensité, tu vas prendre plus de plaisir dans ton entraînement. Donc là, c'est un exercice que je vais intégrer coude ouvert, pronation, pour varier mon angle par rapport aux différentes machines qu'on a utilisées et qui vient donc rajouter un petit peu de volume instable sur cette séance-là. Et on est parti, on va voir ce que ça donne. Pour cette série, j'ai 2 sets en 8 à 12. Donc pareil, on va essayer de mettre des performances supérieures par rapport à la semaine précédente. C'est parti. T'as vu là, j'ai pu grind vraiment mon zéro arrière sans être limité par la stabilité. Vraiment, j'ai pas les coudes qui partent en vrille, j'ai pas les épaules qui partent en vrille. Donc ça demande de la concentration forcément, mais avec l'expérience, j'arrive vraiment à exploiter, je trouve, les exercices avec instabilité et je me sens pas du tout limité par cet aspect-là. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ce type de machine encore, et c'est une machine à bobine Landrieux pour travailler ton extension de poignet. Donc en fait, tous les muscles extenseurs de ton avant-bras, donc c'est les muscles en fait qui sont sur cette partie avant de ton avant-bras ici. Et donc tu vas venir choper la prise ici qui est bien fat et tu vas venir réaliser ton extension ici pour soulever le sac de poids. Bon là il y a une charge importante, donc je ne peux pas le faire à une main, mais tu as compris l'idée, c'est ce mouvement-là, on vient travailler tous les muscles sur le devant de l'avant-bras ici. Et tu as d'autres machines qui permettent de travailler la flexion du poignet, donc tous les muscles qui sont sur la partie intérieure de ton avant-bras. Il y a aussi une poignée ici pour faire d'autres exercices qui est directement rattaché à la pile. On est sur le 5e exercice de la séance et on va faire l'isolation deltoïde latérale sur cette machine NewTek qui est très sympa pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu peux avoir un étirement super important puisque ton bras peut vraiment parcourir beaucoup d'amplitude ici pour aller étirer le delto. Et quand tu arrives en haut du mouvement, tu peux dépasser la parallèle avec ton bras parce que tu vas garder aussi beaucoup de tension. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une bonne tension à la fois à l'étirement et à la fois à la contraction sur cette machine. En plus de ça, tu peux régler la hauteur ici du pad pour te stabiliser. Donc quand tu vas faire ton exercice, tu peux te tenir comme ça, peu importe, pour vraiment te stabiliser et créer un point d'appui supplémentaire et aller plus proche de l'échec sans être limité par l'instabilité. Et le dernier point, c'est que tu vas pouvoir régler l'axe de rotation à la bonne hauteur. Parce qu'ici, il y a un réglage qui permet de descendre ou de lever la structure ici. Ce qui fait que si tu es très grand, par exemple comme moi ici, bon, très grand, c'est bien grand, moi je suis 1m84, c'est pas non plus 2 mètres, mais je peux remonter l'axe de rotation, ce qui fait que l'axe de rotation en fait sera bien aligné avec mon articulation de l'épaule. Alors que si jamais c'était une machine fixée, comme il en existe beaucoup, eh bien, tu peux très bien être plus haut ou plus bas que l'axe de rotation et avoir plus de contraintes sur ton articulation et avoir aussi moins d'efficacité au niveau du recrutement musculaire parce que la tension est un petit peu moins optimisée. Donc là, c'est vraiment pas mal, beaucoup de réglages. Donc l'amplitude, l'axe de rotation, plus le pad, ça en fait vraiment un exercice sympa. Ici, l'inconvénient que je vois à cette machine, c'est juste le stack de poids. Ici, je suis à 3-4 plaques d'être au max de poids, ce qui fait qu'il n'y a pas une marge de progression qui est super importante.
Et au bout d'un moment, il va surtout falloir jouer sur les tempos ou sur la zone de répétition plutôt que de pouvoir augmenter la charge pour une zone de répétition qui reste fixée. Donc voilà, c'est le seul inconvénient, c'est que le stack est un petit peu trop faible, quoi. Allez, on va partir sur 12 reps ici à 80 kg, si possible évidemment. Et demi, 11. La semaine dernière, j'ai même eu des courbatures pendant 3 jours au delto latéral, ce qui m'est jamais arrivé depuis des années et des années d'être courbaturé au delto latéral. Donc ouais, ici, l'étirement, je pense que ça vient de l'étirement qui est beaucoup plus présent justement que les élévations latérales à la poulie, parce que l'élévation latérale à la poulie, c'est un exercice avec une forte tension à l'étirement, mais ça m'a jamais laissé des deltos latéraux vraiment courbaturés. Donc voilà, les courbatures sont évidemment pas un repère de progression, mais ça montre quand même qu'il y a eu un stress inhabituel qui est appliqué. C'est intéressant, ça veut dire des choses. On passe ensuite sur les triceps avec cette triceps press de la marque Gymleco qui est très sympa. Là aussi, un petit coup de cœur pour cette machine, exactement comme la curl machine Hoist qu'on a utilisée dans la séance pull sur mon précédent vlog, n'hésite pas à aller le voir. Et on est parti, donc cette variante-là, c'est vraiment coude collé contre le buste avec une forte tension de contraction en bas du mouvement. Voilà, et ensuite on passera sur le deuxième exercice d'isolation triceps où on utilisera une variante où les coudes sont au-dessus de la tête et où on aura une forte tension d'étirement. On va partir sur 3 séries ici, entre 10 et 15 répétitions. Let's fucking go! Voilà, une série rondement menée. Tu as vu qu'à un moment, ma main a dérapé un petit peu, j'étais obligé de la repositionner. Donc c'est le deuxième inconvénient de cette machine du coup, c'est que la prise elle glisse un peu. Et ça serait bien de mettre une balle de tennis, tu sais. Une balle de tennis ici, tu la grippes bien comme ça et tu as une prise beaucoup plus confortable. Amélioration possible sur cette machine. On est sur le dernier exercice triceps, donc le deuxième de cette séance push. Et on va faire 2 séries de 6 à 10 répétitions ici, donc sur des charges qui sont quand même relativement plus lourdes que sur l'extension triceps qu'on vient de faire à la machine. Là c'est pas mal sur cette machine Panata, on a la pédale de débrayage et on a une forte tension d'étirement ici. Et c'est ce que j'essaie d'exploiter, on va dire, avec une charge qui est relativement lourde, mais qui est toujours adaptée à ma technique et à ce que je suis capable de contrôler. Donc on va partir là-dessus. Et cette machine est à la fois géniale, mais à la fois horrible. C'est une sensation qu'il faut la tester pour comprendre. Plus une rep par rapport à la semaine dernière, je suis content. Et tu as vu qu'ici aussi je faisais 1 seconde de pause à l'étirement pour accentuer encore un petit peu plus la phase étirée. Et sur la dernière répétition, au lieu de relâcher la machine comme un bourrin quand j'ai terminé de passer la dernière rep, je contrôle la dernière excentrique pour tirer le maximum de bénéfices de la série, quoi. C'est toujours sympa d'avoir une excentrique en plus plutôt que de reposer la machine comme un fou.
Que ça soit sur cette machine à extension triceps nuque, tout comme la machine à extension triceps qu'on vient de faire juste avant, le but du jeu ici, c'est aussi de garder les coudes au maximum rapprochés l'un vers l'autre pour maximiser l'étirement et maximiser la contraction. Bloqué. Voilà les gars, séance terminée. On va clôturer la séance avec un petit update. Bon, le précédent, on les a pas fait longtemps, des derniers vlogs. J'étais ce matin à juin à 86,7. Là, on est sorti de séance push. On va voir un petit peu ce que ça donne. On n'est pas au même endroit, ça va faire un petit peu différent. Mais c'est histoire de poser un petit peu, de voir où on en est. Voilà. Et on décompose ensuite la side chest point par point pour aider à la pratiquer. Au niveau du bas du corps, on va le setup en premier. On va ramener le pied qui est en face de la caméra contre l'autre pied, à peu près au milieu. Et on va mettre la cheville en extension maximale pour mettre le mollet, si tu veux, à sa position la plus contractée possible. Et on va venir fléchir la jambe qui est face à la caméra légèrement pour mettre en valeur les ischios, mettre en valeur les quadriceps en plaquant bien cette jambe-là contre celle qui est derrière. On ramène un petit peu aussi les fessiers vers l'avant et ensuite on va setup le haut du corps. Donc au niveau du haut du corps, on veut faire revenir la poitrine vers la caméra, mais en ayant, si tu veux, le ventre qui est le plus de profil possible par rapport à la caméra. Donc il faut un petit peu imaginer un effet torchon au niveau du tronc. Voilà, on veut ramener les pecs, mais pas le tour de taille. Et au niveau du tour de taille, on va réaliser un beau crunch au niveau des obliques pour mettre en valeur la sangle abdominale. Au niveau des bras, on va prendre soit son poignet, soit son avant-bras par rapport à la longueur de ton segment. Donc moi j'ai des bras qui sont plutôt longs, donc je prends ma main à peu près au milieu de l'avant-bras, ce qui me permet d'avoir un effet assez paquet au final quand je suis en position side chest. Ici on va venir ramener donc le bras contre les dorsaux pour mettre en valeur les bras, les biceps et plaquer tout ça contre les dorsaux et l'épaule pareil. On crée de la pression si tu veux ici pour plaquer au maximum le bras contre le buste et les dorsaux, ce qui permet de mettre en valeur tout simplement la masse musculaire parce qu'elle paraîtra plus importante. Au niveau de la poitrine, on va essayer de ne pas la recroqueviller et donc bien sortir la poitrine tout en réalisant cet effet torchon et cet effet contraction, cassage en fait au niveau des obliques. Et c'est pas évident, mais ça se travaille et au fur et à mesure de tes expérimentations, tu arriveras à le réaliser de mieux en mieux. Au niveau des épaules, on va essayer de les garder plutôt vers le bas et d'essayer de ne pas shrug au niveau des trapèzes. Il faut vraiment garder la poitrine sortie et ne pas avoir les épaules qui prennent ou les trapèzes qui prennent le dessus par rapport au pec parce que la pose s'appelle side chest, donc pectoraux de côté et on veut mettre en valeur surtout la poitrine. Voilà, je pense avoir fait un petit tour, c'est ce que j'utilise personnellement pour mon side chest. Je vais sans doute rajouter des choses, mais c'est on va dire le principal ici pour déjà bien s'entraîner sur cette pose-là. Séance terminée les gars, c'était une très bonne séance, beaucoup de bonnes performances qui ont été mises. Ça fait du bien de voir les chiffres monter. Quand on voit les chiffres monter partout, ça fait du bien, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait très plaisir, et à mettre ton petit like. Est-ce que c'est possible d'atteindre 50 likes sur ce vlog? On verra. On verra. Je vais prendre mon taxi, on va rentrer à la maison, et si jamais tu as envie qu'on travaille exactement de la même manière qu'on a fait ici, d'autres poses, un lat spread, double biceps de face, avec des petits tips, des petits conseils que j'applique pour moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je ne suis pas un expert en posing, mais je le travaille moi-même, je l'améliore. C'est très différent déjà de mon posing d'il y a un an. Donc voilà, on s'améliore, c'est notre rôle, notre but ici. Ok, donc on a trouvé un petit taxi, heure de pointe là 17h30, donc on va mettre un quart d'heure, 20 minutes à rentrer et on sera sur les tarifs un petit peu plus importants de la tranche. J'ai Cécile qui m'a posé une question pour combler un petit peu la fin de ce vlog là et ça peut intéresser des personnes qui souhaitent s'installer à Dubaï ou qui sont tout simplement curieux un petit peu du mode de vie à Dubaï. Et donc la première question qu'elle m'a posée c'est comment est-ce que je m'intègre ici. Donc pour être honnête, je m'intègre pas beaucoup. J'ai rencontré quelques Français
d'ailleurs par le biais aussi de Aurélien, la Maison de la Masse, où on a été faire des petits after-work ou ce genre de choses-là, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, je me suis fait quelques connaissances. À part ça, je m'intègre vraiment pas beaucoup parce que j'ai un travail très solitaire, c'est mon coaching à distance, donc je travaille de chez moi. Ensuite, j'ai une pratique sportive aussi solitaire où je viens m'entraîner pour le body, donc je ne fais pas de sport collectif ni rien. Et je ne suis pas du tout du genre à sortir pour aller à des soirées, pour aller sur des soirées réseau, tout ce genre de trucs-là. Donc franchement, je n'ai pas l'impression de m'intégrer beaucoup, mais même en France, hein, c'était un petit peu le cas. Et, ça a toujours un petit peu été le cas. J'ai jamais été très intégré, on va dire, dans les groupes. La langue parlée, Cécile me pose ici, les gens parlent anglais et arabe. Donc les locaux parlent leur langue entre eux. Par contre, tout le monde parle bien anglais. C'est un petit peu plus compliqué en fait de communiquer avec les personnes qui viennent de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh parce qu'ils ont un accent très fort. Donc on se comprend, mais c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, tout le monde parle anglais ici à Dubaï. Et c'est d'ailleurs un avantage parce que tout le monde finalement se comprend plus ou moins. Et ouais, t'es clairement pas du tout obligé de parler arabe. Je parle pas 5 mots arabe et j'ai aucun problème de communication depuis que je suis là. Ensuite, est-ce que les gens sont accueillants? Moi, je me suis jamais senti mal accueilli quelque part. Au contraire, les gens sont très serviables. Tu es toujours le bienvenu. Les gens te parlent normalement. Je me suis jamais senti de trop ou je me suis jamais senti, on va dire, agressé verbalement si jamais je comprenais pas un mot ou si je demandais de répéter quelque chose ou quoi. Donc je me suis jamais senti dans cet état d'esprit-là et je pense que c'est un peu normal parce que ici tu as 88% d'expatriés, je crois que c'est ça le chiffre. Et du coup tout le monde est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ton pays d'accueil, c'est toujours plus cool quand tu es dans un pays où les gens sont aimables entre eux et où les gens s'accueillent bien plutôt que l'inverse. Donc ouais, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'expatriés joue là-dessus. Les familles, il y a des quartiers. Est-ce qu'il y a des familles? Il y a des quartiers où il y a beaucoup plus de familles. En général, c'est là où les surfaces d'habitation sont plus grandes, un petit peu moins coûteuses aussi, où il y a un petit peu plus d'espace vert ou de jeux pour enfants, ce genre de choses-là. Donc il y a des familles, mais pas dans mon coin. Pas dans ma zone à Business Bay, je vois vraiment pas beaucoup de familles. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de familles dans d'autres quartiers. Voilà, il y a d'ailleurs des quartiers qui sont un peu mieux cotés justement pour les familles. Et voilà, plein de Coco Pops, on espère. D'ailleurs, je crois que c'était même pas 10 € le kilo, j'avais dit dans le dernier vlog, c'était 12 €, 11 ou 12 € le kilo. Donc on ne mange pas de Coco Pops ici. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce vlog. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, comme d'habitude. Si jamais tu as envie de voir des choses précises, n'hésite pas à me le dire. Ça me donne de l'inspiration, ça me donne des idées pour proposer du contenu. Laisse un like, abonne-toi si c'est possible. Et tous les liens en description, il y a mon Insta et il y a mon formulaire de coaching où je t'envoie une vidéo personnalisée qui me permet d'analyser tes objectifs et de te proposer un plan d'action avant de commencer un potentiel coaching. Donc ça n'engage à rien, ça prend 2 minutes à remplir et tu peux avoir mon avis sur tes objectifs, ce qui permet d'avoir un avant-goût de ce que l'on pourrait mettre en place ensemble pour avancer. Voilà, allez, on se dit à très vite pour le prochain vlog.